Le 19 juillet 1989, il est un peu passé 15h30 dans le ciel de l'Iowa. Le vol United Airlines 232 croise à 11 000 mètres d'altitude, cap sur Chicago. À bord, 296 personnes. La météo est parfaite. Rien n'indique ce qui va se produire dans les minutes suivantes. Puis un bruit. Pas une explosion au sens cinématographique du terme. Quelque chose de plus sourd, de plus brutal. Un choc, comme si l'appareil venait d'absorber un impact massif dans sa structure. Les plateaux repas basculent, le café brûlant se renverse, les alarmes s'activent en cabine. Le commandant Al Haynes a 27 ans d'expérience. Sa première réaction est instinctive et parfaitement calibrée. Il saisit le manche. Ce qu'il sent alors n'a aucun équivalent dans sa carrière. Le manche répond, il bouge, mais il ne commande rien. Voilà le problème. Le manche est là, dans ses mains, il se déplace normalement. Et pourtant, l'avion ne réagit pas. Pour comprendre ce que cela signifie concrètement, il faut entrer dans la mécanique de l'appareil. Un DC-10 pèse plus de 250 tonnes en charge. Pour piloter une machine de cette masse à haute vitesse, le pilote ne peut pas agir directement sur les gouvernes. La force aérodynamique qui s'exerce sur les surfaces de contrôle est physiquement impossible à vaincre avec les seuls muscles humains. Les ingénieurs ont donc conçu un système intermédiaire. Ce système s'appelle la commande de vol hydraulique. Le principe est simple, le pilote déplace le manche, ce mouvement est traduit en signal mécanique qui active des pompes, qui mettent en pression un fluide spécial qui circule dans des conduites vers les gouvernes et qui déplace ces gouvernes. L'avion obéit, sans ce fluide sous pression, les gouvernes sont mortes, elles ne répondent plus à rien. Sur le DC-10, les ingénieurs avaient pris une précaution fondamentale. Ils avaient installé non pas un, mais 3 circuits hydrauliques indépendants. La probabilité que les 3 tombent en panne simultanément avait été calculée à moins d'une chance sur 1 milliard. Ce scénario n'était pas seulement improbable, il était, selon tous les modèles existants, impossible en pratique. Ce jour-là, ce scénario s'est produit. Dans le puits de queue de l'appareil, le moteur numéro 2 venait de subir une défaillance catastrophique. Un disque en titane, tournant à plusieurs milliers de tours par minute, s'était fragmenté. Les débris avaient traversé le carter moteur à une vitesse balistique. Et par une coïncidence géométrique que personne n'avait anticipée, les 3 conduites hydrauliques du DC-10 se trouvaient regroupées dans cette même zone. Les 3 furent sectionnés presque simultanément. En moins de 60 secondes, les manomètres de pression hydraulique tombèrent à 0 sur les 3 circuits. L'avion était devenu incontrôlable au sens strict du terme. Ce qui se passe ensuite dans le cockpit, peu de gens l'ont vécu. Le commandant Haynes et son copilote William Records sont face à une situation pour laquelle aucun simulateur de vol ne les a préparés. Parce que ce scénario n'avait jamais été envisagé. Il n'existait aucune procédure, aucune checklist, aucun protocole de secours. Sans gouverne, l'appareil entre dans un comportement aérodynamique particulier. Il commence à osciller, le nez monte, la vitesse chute, l'avion décroche légèrement, repique, accélère, remonte. Ce cycle se répète, régulier et implacable, comme une respiration mécanique hors de contrôle. Les spécialistes appellent cela le mode phugoïde. Sur un avion correctement piloté, ce phénomène est imperceptible et corrigé automatiquement. Sur un appareil sans gouverne, il devient le seul comportement possible. Simultanément, l'avion commence à s'incliner vers la droite de façon progressive. Si cette inclinaison atteint un angle critique, la portance sera rompue et la chute sera irréversible. À ce moment précis, un homme quitte sa place en première classe. Il s'appelle Dennis Fitch. Il est instructeur sur DC-10 pour United Airlines. Il se trouve à bord en tant que passager ce jour-là. Il a entendu le bruit, il a senti le comportement de l'appareil changer. Et il a compris. Il frappe à la porte du cockpit. À l'intérieur, personne ne lui demande son grade ni ses papiers. Haynes lui dit simplement « Trouvez-nous une solution ». Ce que Fitch va proposer tient à la fois du génie et du désespoir. Puisque les gouvernes ne répondent plus, il reste une seule variable que l'équipage peut encore manipuler. La poussée des 2 moteurs encore opérationnels, ceux accrochés sous les ailes gauche et droite. En augmentant la puissance du moteur droit et en réduisant celle du moteur gauche, on peut créer un moment de lacet qui fait tourner l'avion vers la gauche. L'inverse produit un virage à droite. En jouant très finement sur les différences de poussée entre les 2 moteurs, il est théoriquement possible de générer un semblant de contrôle directionnel. Sans gouverne, sans hydraulique, en utilisant uniquement la force propulsive asymétrique de 2 réacteurs. Le problème est que les réacteurs ne réagissent pas instantanément. Entre le moment où le pilote pousse la manette des gaz et celui où le moteur développe la puissance demandée, il peut s'écouler de 5 à 10 secondes. Dans un système de contrôle classique, ce délai est inexistant. Ici, il impose d'anticiper en permanence, de corriger avant même que l'erreur ne soit visible, de travailler en aveugle sur une machine qui oscille, qui dérive et dont aucun paramètre n'est le stable. Dennis Fitch s'agenouille entre les 2 sièges du poste de pilotage. Il n'a pas de harnais. Il s'agrippe aux accoudoirs des fauteuils pour ne pas être projeté lors des oscillations de l'appareil. Et il commence à manœuvrer les manettes de poussée millimètre par millimètre. Pendant que ce travail s'effectue en cockpit, dans la cabine passager, le comportement collectif est d'une autre nature.
Les agents de bord ont pris le contrôle de la situation humaine avec une discipline remarquable. Ils ont sécurisé l'espace, supprimé les objets susceptibles de devenir des projectiles, collecté les verres, les couverts, tout ce qui pouvait blesser. Ils ont préparé les passagers à un impact violent en leur expliquant précisément la position de sécurité à adopter et en leur montrant comment la tenir. Personne ne criait. Ce détail, rapporté par de nombreux survivants, est frappant. Dans cet avion qui tombait lentement vers l'Iowa, régnait une forme de silence tendu mais maîtrisé. Des passagers écrivaient des messages sur des serviettes en papier, des reçus, des cartes de visite, des mots pour leur famille. Certains les glissaient dans leurs poches, dans l'espoir qu'ils soient retrouvés. C'est dans cet état d'esprit que les 296 personnes à bord approchèrent du sol. La destination retenue par le contrôle aérien était l'aéroport de Sioux City, dans l'Iowa. Une piste de 2700 mètres. Compte tenu des circonstances, c'était à la fois une bonne nouvelle et une contrainte sévère. Pour s'aligner sur cette piste, l'équipage devait enchaîner plusieurs virages avec un avion incapable de tourner normalement. Fitch, Haynes et Records ont passé 40 minutes à sculpter une trajectoire de fortune dans le ciel de l'Iowa avec les seules manettes de poussée. Ils n'ont pas réussi à aligner l'appareil parfaitement. À l'approche finale, le DC-10 affichait une vitesse de descente 6 fois supérieure à la normale et une vitesse horizontale proche de 380 km/h contre 250 dans des conditions standards. L'avion n'était pas aligné correctement sur l'axe de la piste, l'aile droite s'était affaissée. Le contact avec le sol s'est produit à 15h58 heure locale. L'aile droite a touché la piste en premier. Elle s'est arrachée à sa base, le kérosène déversé s'est enflammé immédiatement. Le fuselage a rebondi, a quitté la piste et s'est disloqué en 4 tronçons distincts dans un champ de maïs jouxtant l'aéroport. Les images filmées par une équipe de télévision présente sur place ce jour-là, pour un tout autre sujet, ont fait le tour du monde. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde, y compris les secouristes positionnés en bordure de piste. Des survivants ont commencé à sortir des débris. 185 personnes sur 296 ont survécu à cet impact. Ce chiffre est considéré par tous les spécialistes comme inexplicable au regard des paramètres de l'accident. La densité des secours présents ce jour-là à Sioux City, par une coïncidence remarquable, était supérieure à la normale. Des unités de la Garde nationale de l'air effectuaient un exercice sur la base adjacente. Les équipes médicales ont pu intervenir en quelques minutes sur l'ensemble du périmètre. Les 4 membres de l'équipage de conduite ont survécu, y compris Dennis Fitch. L'enquête qui a suivi a duré des mois. Les débris ont été collectés sur des kilomètres. Le disque de turbine fragmenté a été retrouvé dans un champ plusieurs semaines après l'accident par un agriculteur local. L'analyse métallurgique a permis de remonter à l'origine de la défaillance. Une micro-fissure, présente dans le titane depuis la fabrication du disque 17 ans plus tôt. Une inclusion gazeuse, une bulle microscopique piégée dans le métal en fusion lors de la coulée, invisible à l'œil nu, indétectable par les contrôles en vigueur à l'époque. La fissure avait progressé lentement, vol après vol, sous l'effet des cycles de contraintes thermiques et mécaniques, jusqu'à ce point de rupture. Les conséquences réglementaires et techniques ont été profondes et durables. La disposition des circuits hydrauliques sur les appareils en service a été revue pour éliminer les zones de vulnérabilité concentrées. Des protocoles d'inspection spécifiques ont été introduits pour les disques de turbine à haute énergie. De nouvelles techniques de contrôle non destructifs ont été développées et imposées. Et pour la première fois, des procédures ont été rédigées pour entraîner les équipages à gérer une perte totale des commandes hydrauliques. Un scénario que l'industrie avait jusqu'alors refusé de considérer comme réel. Ce vol a changé la façon dont l'aviation pense la redondance, non plus comme une protection contre ce qui est probable, mais comme une réponse à ce qui est théoriquement impossible. Parce que ce jour-là, l'impossible s'était quand même produit.